Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le moment décisif dans nos hôpitaux. Les équipes travaillent jour et nuit pour tenir le choc. On le verra à Lausanne, on le verra à Genève, où 41 patients sont déjà aux soins intensifs. C'est le branle-bas de combat pour avoir le maximum d'avance, assez de lits, assez de soignants, assez de respirateurs. On entendra l'homme clé Jérôme Pugin et médecin-chef des soins intensifs. Voilà, c'est reparti pour un tour dans les images et le texte anxiogène. C'est le moment final, c'est le combat. On va savoir si la vague va tous nous submerger, etc., etc. Tout le monde travaille jour et nuit. Il y a 40 personnes aux soins intensifs. Oui, enfin, il y a 100 lits quand même. Hein. Bref, et puis surtout, remarquez une chose. Toujours derrière le mec qui cause, là, l'homme tronc, le débile de service, là, qui doit nous raconter tous les bobards de la Terre, regardez toujours l'image soi-disant du virus. Vous n'en savez rien, que ça a l'air comme ça. Si c'est rouge, probablement pas, mais non. Ça fait partie aussi de la mise en scène. C'est une mise en scène générale. Et si vous regardez les autres chaînes, par exemple françaises, ou voire même hongroises, il y a toujours cette image. Donc, pensez bien que paraît-il que ce n'est pas une conspiration. Alors comment se fait-il qu'ils reprennent tous ces mêmes images, ce même genre de langage, le langage qui fait peur aux gens, qui veut créer toujours la panique, hein? Pourquoi? Il faut se poser cette question-là. Certaines victimes sont jeunes, avec des aggravations soudaines, mais les personnes âgées sont les plus menacées. Les morts ont 79 ans en moyenne en Italie. C'est dire l'importance des actions de solidarité qu'on verra ici pour aider les plus de 65 ans qui doivent rester à la maison. Alors, attention, solidarité, hein. Le grand mot est lâché. Tout le monde est solidaire. Alors moi, je vais vous signaler une chose, hein. En Suisse, maintenant, dès que vous avez plus de 65 ans, il ne vous soigne plus. Vous avez bien entendu? Il ne vous soigne plus normalement. Donc voilà, la solidarité, c'est mon cul, hein, c'est de la faucuserie, c'est juste des mensonges, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est encore une fois des mensonges de journalistes. Ça n'a rien avec la solidarité. Ils veulent juste foutre les gens à partir de 65 ans en garde à vue à la baraque, pas qu'ils sortent, parce qu'après, on va les tabasser si ça se trouve. Parce que maintenant, le canton du Tessin, la Migros, interdit aux gens de venir faire les courses à partir de 65 ans. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle une discrimination. Une discrimination. Vous avez des gens qui ont plus de 65 ans, qui sont en super bonne santé, qui faisaient du sport encore quand ils pouvaient, voire même qui le font toujours. Hein. Donc ça s'appelle une discrimination, c'est digne des nazis tout ça. Vous savez, eux aussi discriminaient les juifs hein, durant la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Ça c'est la même chose, c'est une discrimination anti-vieux. Ben, les pourris qui ont décidé ça, eh ben, j'espère qu'à un moment ou un autre, ils passeront en jugement pour ça, comme les nazis sont passés en jugement à Nuremberg. On parlera du problème des masques. La Suisse se démène pour obtenir plus de stock. Certains médecins en cabinet, certains pharmaciens en voudraient davantage. C'est une bataille qui se livre à l'échelon européen. La grosse solidarité européenne, ça c'est encore une putain de fiction entretenue par les journalistes européistes. Il n'y a pas de solidarité, rien du tout, c'est le chacun pour soi. Et puis j'aimerais juste vous signaler que tous ces masques, la plupart du temps, en tout cas, les masques que je vois arriver en Europe, hein, viennent tous de Chine. Hein. Ça ne vient pas d'Allemagne qui aiderait un autre pays, l'Italie ou la Suisse ou Dieu sait où, c'est la France. Non, 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 non. C'est les Chinois qui nous aident, ce n'est pas les Européens. L'Union européenne, messieurs, dames, c'est de la merde en boîte. Nous parlerons de l'arsenal des thérapies. Le monde entier examine cette piste de la chloroquine. Aucune preuve en l'état, mais les... Et voilà encore un autre mensonge. Aucune preuve que la chloroquine fonctionne pour soigner les gens. Ça, c'est un mensonge total. Je vous passerai un petit extrait d'une vidéo hein, qui a été tournée sur un professeur... c'est pas directement le professeur Didier Raoult, mais c'est son équipe, un de ses professeurs qui bosse avec lui, qui explique qu'ils ont eu des résultats positifs pour tuer le virus à Marseille. Et ça a marché déjà sur plus de 24 patients et ça marche sur d'autres. Il y a plein de gens du coup qui ont pu se faire connaître, qui vont aller se faire soigner là-bas, y compris même
un médecin qui a déclaré que lui-même, alors je vais essayer de vous trouver le texte. Voilà. Alors, un médecin infecté, donc on est en France, par le Covid-19 et se décrivant lui-même comme extrêmement faible et touché par la maladie, a décidé de s'auto-administrer le traitement à base de chloroquine recommandé par le professeur Didier Raoult. Résultat, rétabli en 24 heures. Voilà, le pauvre con, là, le débile mental, là, qui nous dit « Oh, il n'y a pas de preuve, ça marche. » Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Bien sûr, si on découvre qu'il y a des manières de traiter la maladie, il n'y a plus moyen de nous foutre la trouille encore pendant des jours et des semaines et de nous mettre en garde à vue à la baraque et puis nous confiner et foutre en l'air nos entreprises, foutre en l'air nos vies. Hein. Il n'y aura plus moyen si on découvre qu'il y a moyen et très rapidement et pour très bon marché à soigner cette maladie. Hein. Les tests sont à l'œuvre et le médicament est intégré à l'arsenal thérapeutique au CHUV et au HUG. Il n'y a aucune preuve, mais quand même, les HUG et puis le CHUV l'utilisent quand même. Il n'y a pas une petite contradiction, mais de toute façon, dans cette histoire, ils ne sont jamais à une contradiction près, hein, nos grands spécialistes. Hein. Commençons par voir ensemble les chiffres du jour. 7014 personnes ont été testées positives au coronavirus. 60 sont décédées. La courbe montre l'évolution en une seule semaine. On est passé de 1680 lundi à plus de 7000 aujourd'hui. Ont des lectures diverses de ces courbes, plus ou moins optimistes, plus ou moins pessimistes. On en reparlera. Alors Darius Rochebain égrène des chiffres, n'est-ce pas? Mais ce sont des chiffres comme ça, bruts, qui veulent absolument rien dire. Parce qu'il faudrait pouvoir les comparer. Par exemple, combien la grippe saisonnière tue de gens en une saison, par exemple, et puis comparer à ça. Combien d'autres maladies, les crises cardiaques ou le diabète, tuent pendant cette même période-là, pour pouvoir avoir une idée. Donc si on veut foutre la trouille aux gens comme ils aimeraient le faire sans arrêt, eh bien évidemment, il faut éviter que les gens puissent comparer ça avec d'autres choses et relativiser et de dire que c'est peut-être pas aussi grave que ça, puis qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas de raison d'enfermer les gens chez eux pendant des semaines et des mois. Hein. Et puis je voulais juste vous signaler une chose. Quand il dit qu'il y a 7000 personnes testées positives, hein, donc Didier Raoult, il a dit qu'avec le traitement qu'il a, si on prend les gens qui sont testés positifs et eux, ils prennent son traitement donc à base de chloroquine et d'un antibiotique, ces gens-là, en l'espace de quelques jours, perdent totalement leur capacité d'infecter les autres. Donc ça veut dire que si on les traitait directement, on arrêterait directement l'épidémie. Mais posez-vous la question, pourquoi ils ne veulent pas faire ça? Pourquoi ils ne veulent pas que les gens détectés, on les traite? Hein? Pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer cette merde. Ils veulent continuer de nous ruiner, les petites gens, etc. D'avoir aussi après moyen de nous contrôler, de venir avec un vaccin en disant, voilà, vous devez tous vous vacciner. Réfléchissez-y à tout ça, réfléchissez-y bien. Mais je vous propose d'aller tout de suite à la réalité immédiate. Ce sont les chiffres en l'état maintenant dans nos hôpitaux. Les patients en difficulté respiratoire et surtout les patients aux soins intensifs. On s'active pour créer de nouveaux lits. La capacité ne peut pas être illimitée. Et le scénario catastrophe à éviter est de devoir choisir entre malades. Cela fait 3 semaines qu'ils nous disent qu'ils attendent la grande vague, qu'ils doivent préparer des lits, qu'ils prévoient comment avoir plus de lits, etc., etc. Je vous rappelle, c'est toujours la grande vague, hein. C'est comme je vous ai dit, les surfeurs. Est-ce qu'on peut dire qu'en réalité, vous êtes en train déjà de déplacer beaucoup de patients, notamment à l'hôpital de la Tour, ça devient presque un hôpital Covid, ça va dans cette direction? Oui, ça va dans cette direction. C'est une décision qui a été prise au niveau cantonal et des UG de faire que l'hôpital universitaire de Genève soit un hôpital Covid et plutôt délester les patients qui peuvent être hospitalisés dans des cliniques ou à l'hôpital de la Tour et qu'ils le soient. Dans ce panorama, il y a aussi des bonnes nouvelles au CHUV, à Lausanne, chez vous, à HUG, à Genève, des premiers patients extubés, donc ils ne sont plus intubés, mais au contraire libérés de cet attirail. Pour vous, c'est extraordinaire. Alors c'est extraordinaire, c'est surtout une très bonne nouvelle quand on peut, aux soins intensifs, en général, enlever l'assistance respiratoire et enlever le tube qui est dans la gorge des patients. C'est toujours une belle victoire et ça s'est passé 3 fois aujourd'hui sur nos patients, donc on est très contents.
Je recommande à tout le monde de voir le reportage extrêmement poignant que nous avons diffusé vendredi. C'est dans votre service, on peut revoir ces images où, hélas, en Italie, c'est souvent pour les adieux parce que les malades Covid sont isolés, ils sont coupés du monde, ils meurent seuls et c'est le dernier moyen, FaceTime, de dire adieu. Mais dans les beaux cas, et c'est arrivé pour vous aujourd'hui, c'est des cas de guérison. Enfin, on parle et là aussi, c'est par FaceTime. Alors oui, tout mon service s'est mis à faire du FaceTime avec les familles. Et là, on a pu quasiment suivre l'extubation d'un de nos patients en direct. Et puis, sa famille a pu voir leurs proches directement après l'extubation et parler avec elle. Et c'était une émotion extrêmement intense dans cette chambre à ce moment-là. Dernier mot, Jérôme Pugin. Dans tous les hôpitaux du monde, on fait un dosage quand il faut soigner quelqu'un, mais ce qu'on a vu en Italie où on devait choisir vraiment entre deux patients et abandonner. On est arrivé à ce point-là en Italie. Est-ce qu'on est sûr que ça n'arrivera pas ici ? Oh, vous savez, on peut être sûr de rien, comme on dit, mais là, on se prépare vraiment pour ne pas être dans cette situation. Par contre, ce qui s'est passé aujourd'hui avec la mise en ligne des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, aidée par la Société suisse de médecine intensive, nous aide énormément, justement, pour pouvoir faire les mêmes choses aussi dans toute la Suisse et qu'il n'y ait pas seulement les Genevois qui fassent comme ça ou les Vaudois comme ça. Ça nous aide énormément. Professeur, merci beaucoup. Voilà pour le combat que livrent les soignants. Il a besoin de moyens personnels, besoin aussi de matériel. Les masques sont devenus tout à coup une denrée très précieuse dans toute l'Europe. La Suisse, comme d'autres, découvre qu'elle a peu de marge. Elle se démène pour obtenir des livraisons. Valérie Gilliot, Gilles de Disbar, Tristan Dessert. Pour le personnel soignant, ce sont des objets vitaux. Masques, mais aussi gants, blouses, gel hydroalcoolique. Depuis quelques jours, le responsable des achats des hôpitaux universitaires se démène pour trouver ces équipements très demandés. Il est bien clair qu'on est dans une situation particulière par rapport à la protection du personnel, aussi bien pour les masques que pour les blouses. Donc on en consomme beaucoup plus que d'habitude. Un masque doit être changé toutes les 4 heures, plus souvent s'il a été souillé. Rien qu'au HUG, ce sont ainsi 25 000 masques qui sont utilisés quotidiennement pour les soignants, les patients ou les visiteurs. Les stocks sont gérés en commun avec le CHUV. En voici quelques images. On doit recevoir des masques la semaine prochaine. Et puis, il y a une nouvelle commande de 8 millions de masques qui ont été commandés hier encore, qui doivent arriver début avril. Donc on est dans une situation tendue, mais on n'est pas encore dans une situation de rupture de stock. Pour la médecine de ville, comme dans cette clinique de Lausanne, une distribution centralisée a été mise en place avec une limite de 50 masques par semaine et par médecin. Il faut quand même les utiliser avec parcimonie, il ne faut pas les changer toutes les 20 minutes. C'est clair, c'est une préoccupation journalière, mais pour l'instant, vraiment, on a les stocks pour faire face. Les autorités fédérales affirment prendre des mesures pour éviter toute pénurie. La Confédération fait tout, pas seulement pour acheter des matériaux qui sont limités en Suisse, mais aussi pour produire en Suisse si c'est possible. Des entreprises ont par exemple été sollicitées pour produire du matériel de protection, comme ce parfumeur de Genève qui fabrique ici du gel hydroalcoolique pour les HUG. Les hôpitaux réfléchissent aussi à des solutions pour stériliser et réutiliser les masques. Tristan Dessert, c'est votre enquête. Est-ce qu'on peut dire que la Suisse manque de masques ? Clairement, il n'y a pas beaucoup de marge. Il y a du côté des autorités cette volonté de ne pas inquiéter, de rassurer. Et on sent aussi qu'il y a des préconisations qui s'adaptent un peu à la réalité. Pour vous donner un exemple, si on va sur le site de l'Office fédéral de la santé, il y a ce chapitre sur les maladies infectieuses et on recommandait à toute la population d'avoir une réserve de 50 masques d'hygiène pour les porter en cas d'infection, comme cela se fait de manière très courante en Asie depuis des années. Bien sûr, ce conseil n'est plus du tout à l'ordre du jour. Il n'y a plus assez de masques pour se faire des stocks et maintenant ils sont réservés au personnel médical. Et puis ce rapport aussi du stockage stratégique, sur le stockage stratégique du département de l'économie, qui estimait qu'en cas de crise, eh bien, la demande de masques allait exploser et que la Suisse ne pourrait y faire face. Ils attendent la vague. Mais cette vague, elle n'arrive pas, hein, malgré toute l'attente, malgré toute la peur, malgré toute l'anxiété créée chez les gens, puis qu'on va vous trier, vous rendez compte, vous allez peut-être devoir mourir, c'est un autre qui va vivre à votre place. Toute cette peur, mais franchement,
c'est des grands malades, hein, ces gens-là. Hein. C'est eux les grands malades. Professeur Pugin, bonsoir. Bonsoir. La réalité des chiffres, il faut bien faire attention d'être ni trop rassurant, ni trop alarmiste. On l'a vu tout à l'heure dans le sujet de Rouven Guessa. Il y a des possibilités, il y a un potentiel de développement et au CHUV, et les hôpitaux vaudois, et au HUG. Mais enfin, quand même, 41 patients en soins intensifs déjà maintenant chez vous au HUG, c'est beaucoup. Oui, effectivement, c'est beaucoup. C'est déjà plus que la capacité normale. On tourne généralement à 30-32 lits. Et là, on est déjà à plus de 10 patients au-dessus de ce qu'on fait habituellement. Donc forcément, c'est beaucoup. Il faut bien se rendre compte de ce qui se passe dans votre hôpital. Il y a les soins intensifs, mais il y a aussi à peu près 250 patients qui sont arrivés, donc déjà avec des difficultés considérables de respiratoire, c'est ça ? Tout à fait. Donc les patients qui sont hospitalisés sont généralement des patients qui ont une pneumonie, qui sont assez graves pour aller à l'hôpital, mais qui ne sont encore pas assez graves pour aller aux soins intensifs. Et il existe une sorte de ratio que d'autres pays ont remarqué en ce qui concerne le nombre de patients aux soins intensifs par rapport aux patients hospitalisés. Et on est à peu près dans ces ratios-là. Et quel est ce ratio donc, cher ami? Tu ne veux pas le donner, bien sûr, parce que je pense qu'il ne fait pas assez peur, donc il ne faut pas trop donner des chiffres qui foutent pas la trouille et puis qui créent pas l'hystérie et la panique, n'est-ce pas? On est en Europe, dans ce continent développé, dans une situation inouïe. Des chefs de gouvernement décrochent eux-mêmes leur téléphone pour débloquer une livraison de masques, une livraison de respirateurs artificiels. C'est une bataille vraiment des États. Oui, c'est exactement ça. Et puis, il y a eu des frictions. Hein. Il y avait par exemple cette livraison de matériel médical qui était prévue pour la Suisse, mais qui transitait par l'Allemagne et qui a été bloquée par les douanes allemandes. Il a fallu l'intervention du Conseil fédéral auprès de ministres de l'Union européenne pour débloquer la situation et que les exportations vers la Suisse reprennent. Et puis, cette autre affaire entre l'Italie et la République tchèque, c'est une cargaison de respirateurs et de masques envoyés par la Chine en Italie et interceptés par les douanes tchèques. Elles estimaient qu'il s'agissait de contrebande alors qu'il s'agissait d'une aide humanitaire. Bien sûr, la presse italienne crie au scandale. La République tchèque admet une erreur, mais de bonne foi. Tout ce qu'on voit, c'est que c'est comme au niveau individuel, quand on va faire des stocks de pâtes, au niveau des États, on a aussi cette tentation du chacun pour soi. Merci Tristan. Voilà pour les masques. Arrêtons-nous maintenant sur l'hypothèse qui donne de... Et alors, surtout, ne pas critiquer l'UE. Hein. L'UE, c'est ce qui est si formidable. L'UE, c'est pour qui fait la propagande. Tous les médias, tous les journalistes font de la propagande pro-UE. C'est formidable. L'UE, c'est l'entraide. L'UE, c'est le progrès. L'UE, c'est ci. L'UE, c'est ça. L'UE, c'est surtout de la merde. Hein. L'espoir au monde entier, une substance antipaludique, la chloroquine, pourrait avoir un effet thérapeutique. Il n'y a absolument aucune preuve en l'état pour confirmer ou infirmer, mais les tests et les essais se multiplient dans un contexte d'urgence extrême. Cynthia Gagny. Elle est au centre de toutes les attentions et divise la communauté scientifique. La chloroquine, un médicament conçu à l'origine pour lutter contre le paludisme. Mais il y a un mois, ce pôle de recherche à Marseille a commencé des tests sur des patients atteints de coronavirus. Sous la houlette du professeur Didier Raoult, qui dévoilait il y a quelques jours son étude sur 24 patients porteurs du coronavirus. Vous voyez en haut le pourcentage de positifs chez les gens qui n'ont pas reçu de plaquenil et vous voyez qu'au bout de 6 jours, il y a toujours 90% qui sont porteurs, tandis que quand vous mettez du plaquenil, au bout de 6 jours, il n'y a plus que 25% qui sont porteurs. La chloroquine, proposée par plusieurs laboratoires, a d'abord été utilisée en Chine. Le président des États-Unis s'y intéresse désormais. Voyons si ça marche. Ça pourrait ou ça ne pourrait pas. Je le sens plutôt bien, mais qui sait ? Selon nos informations, en Suisse, la chloroquine commence à être prescrite. À l'hôpital cantonal de Genève, elle fait désormais partie des traitements administrés aux patients infectés par le Covid-19, même si le chef des maladies infectieuses reste très prudent. Ce qu'on a besoin, c'est des études qui comparent la chloroquine, ce qu'on appelle un médicament placebo, strictement similaire, donné à des très larges populations et si possible dans plusieurs centres différents, et que les résultats montrent qu'on a un effet clinique, qu'on guérit les patients lorsqu'ils reçoivent ce médicament versus ceux qui ne le reçoivent pas. Ce monsieur d'un dynamisme débordant, vous avez vu un peu plus, il allait s'endormir devant la caméra. Hein. Enfin bref, il est en retard d'une guerre, hein, puisqu'on n'arrête pas de parler d'une guerre.
Ça fait longtemps que les gens sont convaincus que ça marche. Ils avaient fait aussi des tests face à des placebos. Il n'est juste pas au courant, ou bien il a juste envie de raconter n'importe quoi. De toute façon, c'est égal. Ces gens-là sont dépassés. En France, il y a déjà plein de gens, il y a plein de médecins qui passent outre des décisions du gouvernement qui aimeraient freiner des 4 fers de fer qu'on a trouvé un traitement contre le coronavirus. Et puis lui, celui-ci fait partie de la même équipe. Donc, mais même eux, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas pouvoir tenir longtemps face à l'opinion publique qui n'ont finalement rien à foutre de leurs études qui durent 2 ans. Et puis après, ils refilent ça à des pharma. Parce que bien sûr, il y en a qui aimeraient gagner des milliards avec ça. Parce que notre santé, ils s'en foutent. Ce qui compte, c'est leur pognon surtout et avant tout. Hein. Au CHUV, la chloroquine a été prescrite ces dernières semaines à des patients sévèrement atteints. Comme on est en situation d'urgence et qu'on n'a pas d'autres traitements disponibles, on a un faisceau d'indices qui nous dirait que peut-être la chloroquine est efficace en ce sens qu'elle diminue la sévérité de la maladie, elle diminue un peu la durée d'hospitalisation, elle réduit les problèmes, disons les altérations radiologiques, et puis... Bon, je vais l'arrêter là, le monsieur, parce qu'en fait, il déraille. Hein. C'est pas du tout ce que Didier Raoult dit. Hein. Didier Raoult, lui, dit que, en fait, c'est plutôt au début qu'il faudrait détecter les gens puis leur donner ça. Pas du tout, c'est quand ils sont à l'article de la mort. Mais enfin, je vais vous préparer après une deuxième vidéo dans laquelle je vais voir si je peux mettre la totalité de l'interview d'un collaborateur du professeur Didier Raoult qui explique tout ça parfaitement bien et puis pas du tout comme ces gens qui ont visiblement qu'une partie des données.